Novembre 1991. Sam Dek est de retour à Phnom Penh. Lui, le demi-dieu, le roi, le prince, le chef de l'État, le premier ministre, l'exilé, le prisonnier, le cinéaste, le musicien, Norodom Sihanouk, l'homme qui pendant 50 ans a personnifié le Cambodge. Après avoir usé et abusé de toutes ses vies, il n'a pu empêcher l'accomplissement de la prophétie. Les Cambodgiens, ils savent une chose, nous avions notre Nostradamus, il avait prédit cela. Il disait que les 2500e année du bouddhisme, le Cambodge connaîtrait des villes sans habitants. Des rues sans passants. Et puis connaîtrait une guerre très longue dont le sang coulerait jusqu'à atteindre le ventre des éléphants. Après cela, nous aurons la paix, peut-être la paix des morts. Vous savez, la paix des cimetières. J'étais jeune attaché de presse du général Leclerc. J'avais obtenu, avec un autre de mes camarades, d'être envoyé en mission de Saigon à Phnom Penh. Et nous avons été reçus par le jeune roi Sihanouk, qui devait avoir 18 ans à ce moment-là. Un jeune roi qui faisait vraiment souverain d'opérette. Il était très gentil, c'est rigolo. Il avait, je crois me rappeler, un saxo à la main quand il nous a reçus. C'était vraiment un type qui vivait dans une ambiance très, très française. La première vie de Norodom Sihanouk avait si bien commencé. Choisi par la France comme roi du Cambodge à l'âge de 18 ans, c'était un jeune homme immature, plus intéressé par les conquêtes féminines et peu enclin à remettre en cause la puissance coloniale. Le Cambodge avait peu d'importance pour les Français. C'était un élément secondaire de leur aventure coloniale en Indochine. La France n'exerçait pas de poigne de fer sur le quotidien des Cambodgiens, mais les impôts étaient élevés et la France ponctionnait le pays sans vergogne. Les Français n'auraient certainement pas admis un roi du Cambodge qui leur fasse front. En Sihanouk, ils ne voyaient qu'un jeune homme flexible qui n'était là que pour servir leurs intérêts. Les Français ont beaucoup appris à Sihanouk pendant les premières années de son règne. Il a compris qu'en voyageant à travers le pays, il pouvait provoquer de grands élans de popularité, d'adulation même à son égard. Les gens le considéraient comme une divinité, ils s'agenouillaient sur son passage, et Sihanouk a compris que la royauté cambodgienne était naturellement liée à une forme de pouvoir absolu. C'est la guerre d'Indochine, menée par le leader communiste vietnamien Ho Chi Minh, qui donne le signal des indépendances en Asie du Sud-Est. Sihanouk, de plus en plus habile politiquement, va discrètement s'attaquer à la domination coloniale en jouant de la peur des Français d'une contagion communiste menée par les Vietnamiens. Sihanouk a vite compris que l'indépendance était la bonne stratégie, car les Français allaient quitter l'Indochine. Il fallait prendre la tête du mouvement indépendantiste. La marionnette Sihanouk commençait à couper ses liens et les Français ne savaient que faire, car ils pensaient que Sihanouk leur serait toujours loyal. À la surprise des Français qui ne voyaient en lui qu'un jeune playboy, Sihanouk prend son premier grand pari politique en quittant brusquement Phnom Penh pour Angkor, où il démarre une croisade mondiale pour l'indépendance. Partout, il clame sa volonté de faire plier la France et d'obtenir l'indépendance du Cambodge. En octobre 1953, sa croisade le mène finalement à Paris. Sihanouk avait déclaré « Donnez-moi l'indépendance et je vous louerai le pays pendant une centaine d'années. Nous voulons l'indépendance et je suis le seul à pouvoir contrôler mon peuple. »
La France, empêtrée dans sa guerre avec le Vietnam, accorde finalement au Cambodge son émancipation. Et c'est avec le titre flatteur de père de l'indépendance que Sihanouk revient triomphal à Phnom Penh. Moi-même, j'ai obtenu de la France cette indépendance pour mon pays, pacifiquement, mais je dois avouer que mon succès a été obtenu grâce à la guerre que menait contre le colonialisme français le peuple vietnamien au Vietnam. J'en ai profité. Le petit jeune homme que j'avais rencontré quelques années auparavant, non, à ce moment-là, c'était devenu un homme politique. À Bandung, les grands leaders du tiers-monde vont initier Sihanouk aux vertus de la neutralité et de l'anti-américanisme. Invité au sommet des non-alignés, le Cambodge est pour la première fois visible sur la carte du monde. Il est courtisé par Chou En-lai, par Nehru et Sukarno, héros de la lutte anticolonialiste. Ils l'invitent à dîner, lui font des compliments, et lui, bien sûr, ne peut s'arrêter de s'enfler de sa propre importance. À Bandung, le volubile Sihanouk se lie d'amitié avec le placide Chou En-lai et prépare pour le Cambodge un nouveau coup de théâtre politique. Le plus étonnant, mais c'est l'abdication pour pouvoir gouverner son pays. Et c'est d'ailleurs assez admirable, un roi constitutionnel qui dit pour pouvoir prendre mon pays en main, j'abdique parce que je n'ai pas le droit, en tant que souverain constitutionnel, de gouverner directement mon pays. Sihanouk convainc son père, Suramarit, de monter sur le trône du Cambodge, tandis que lui-même devient le citoyen Sihanouk. Désormais prince sans couronne, il va imposer un règne sans partage sur la vie politique cambodgienne. Il trouvait que c'était logique, vers cette période-là, de s'imbriquer dans les actions politiques. Sans ça, il ne peut pas maintenir les acquis de l'indépendance. Et c'est le contexte cambodgien lui-même qui, d'une certaine manière, lui fait prendre cette décision. En octobre 1955, Sihanouk mène une campagne électorale faite d'intimidation et de terreur pour les candidats de l'opposition. Son nouveau mouvement politique, le Sangkum, engrange la totalité des sièges de la nouvelle Assemblée et devient l'unique parti politique cambodgien. Le citoyen Sihanouk a assis son pouvoir sur l'ancienne colonie française. C'est le début de l'âge d'or. Neutre et en paix avec ses voisins, le Cambodge se développe économiquement. Pour Sihanouk, cette neutralité signifie le refus du parapluie militaire américain, mais l'acceptation avide des millions de dollars accordés par Richard Nixon, le vice-président de cette même Amérique. Notre neutralité, elle n'est pas idéologique, elle est conçue en tenant compte de l'équilibre des deux blocs antagonistes dans cette région où nous sommes. Supposons qu'avec les pressions que nous avons connues, nous nous alignons sur le bloc occidental. Il est certain qu'à l'heure actuelle, vous ne trouveriez pas le Cambodge dans cet état de grâce qui vous a plu, n'est-ce pas, de me signaler. Sihanouk était très habile pour jouer sur les rivalités des grands. Il jouait la Chine contre les États-Unis ou contre l'URSS, moyennant quoi il avait des finances de partout. Le pays se développait. Les routes étaient pratiquement bonnes partout, sauf quelques petits tronçons. Des écoles poussaient, les universités poussaient. L'industrie commençait petit à petit à se développer. Par exemple, le port de Kompong Som venait d'être créé par la France. La route qui rejoint Phnom Penh au port était faite par les États-Unis. L'hôpital khméro-soviétique était fait par les Soviétiques. Plusieurs usines étaient données par les Chinois. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la Chine populaire de nous avoir donné surtout des usines, de nous aider surtout à augmenter notre production. C'est ça, la production agricole, la production industrielle, c'est ça qui fait l'indépendance d'un pays. C'était un élément de fierté nouveau pour le Cambodge. C'est la première fois qu'on avait le sentiment d'avoir un dirigeant qui s'occupait de vous, qui s'occupait du pays. Et les gens étaient
très heureux. Sihanouk abreuve son peuple de discours sur la grandeur du Cambodge. Nommé chef de l'État à la mort de son père en 1960, il semble avoir trouvé la formule magique. Popularité, neutralité, fierté. Il ne voulait pas réveiller la conscience du petit peuple khmer, parce qu'il savait qu'avec $200 par an, les gens sont pauvres. Et la situation n'est pas bonne pour un peuple qui pourtant l'adorait. Pour le petit peuple, Sihanouk est un dieu. D'ailleurs, on dit toujours le prêtre Sihanouk, le divin Sihanouk. Pour l'intelligentsia, Sihanouk était sans pitié. Ceux qui s'opposaient à lui passaient de vie à trépas. Aujourd'hui, comme hier, l'opposition au pouvoir en place au Cambodge a toujours autant de mal à se faire entendre. C'est ce que devait se dire Sam Rainsy pendant la campagne des élections législatives de 2008. Fils de Sam Sari, un proche collaborateur de Sihanouk, Sam Rainsy et son père ont tous les deux subi les foudres du pouvoir. En 1997, Rainsy est victime d'un attentat. En 1959, son père, accusé de trahison, était obligé de s'exiler avec la police du prince Sihanouk à ses trousses. Sihanouk a emprisonné ma mère pendant 1 an parce qu'il a soupçonné mon père de vouloir fomenter un coup d'État. Sihanouk organisait des séances de ce qu'il appelait des audiences populaires. Donc quand vous avez des demandes à formuler, vous pouvez demander à le voir. J'ai été autorisé avec mes frères et sœurs. Nous avons imploré Sihanouk de bien vouloir libérer notre mère. Nous rampions devant le prince. On implore la grâce, on implore le pardon, la pitié, tout ce que vous voulez. Quelquefois, nous avons été très durs, mais pas à l'égard du peuple, mais à l'égard des agents cambodgiens traîtres. Alors contre cela, nous sommes durs. Pourquoi? Parce que c'est notre peuple qui est dur contre cela, pour pouvoir préserver notre indépendance et notre liberté et notre intégrité territoriale. Car ceux-là sont chargés de travailler pour l'expansionnisme de nos voisins et pour l'alignement du Cambodge sur les États-Unis d'Amérique. Alors nous tenons à rester neutres et nous ne voulons pas nous embarquer dans la galère des Américains. C'est pourquoi nous sommes très durs contre ces gens-là. Nous en avons fusillé pas mal. Sur un plateau de leur balance, ils mettent leur vie. Et sur l'autre plateau, les dollars que leur donnent les Américains. Alors les dollars ne pèsent pas lourd devant la mort qui les attend ici, au Cambodge. La montée en puissance de l'armée américaine au Sud-Vietnam va amener Sihanouk à prendre des décisions aussi vitales qu'irréversibles pour préserver, selon lui, la paix au Cambodge. Convaincu que les communistes nord-vietnamiens battront les Américains, Sihanouk interrompt l'aide financière américaine qui représente pourtant 15% du budget cambodgien. Une décision qui le fait passer pour un communiste aux yeux des Occidentaux. Lentement mais sûrement, l'économie cambodgienne va sombrer dans la crise. C'est un virage à gauche, c'est entendu, mais en ce qui concerne notre régime intérieur, en ce qui concerne notre politique extérieure, nous tâcherons de rester absolument neutres. Mais la guerre du Vietnam s'invite à la frontière cambodgienne. Et Sihanouk, de fait, va louer secrètement une partie de son territoire aux Nord-Vietnamiens avec leur promesse de respecter l'intégrité de son Cambodge. Pour préserver la paix au Cambodge, nous avons admis que les Nord-Vietnamiens, etc., traversent le nord-ouest, une petite partie du territoire du Cambodge. Mais peu à peu, ils se sont installés et toute cette zone-là échappait au contrôle de notre force armée.
Et j'ai vu un jour, un matin, un camion renversé et j'ai quand même été militaire, je sais reconnaître des armes. C'était plein d'AK-47, des fusils d'assaut chinois. Persuadé de la victoire des communistes, Sihanouk encourage Chinois et Russes à passer par le port de Sihanoukville pour livrer leurs armes et leurs munitions aux Nord-Vietnamiens. Il niera longtemps l'existence de ces accords. Je vous assure que nous n'avons accordé au Vietcong ou au Viet Minh aucune aide militaire ou logistique sous quelque forme que ce soit. Les livraisons d'armes sont rançonnées par l'armée cambodgienne qui prélève 10% du matériel débarqué. Une façon comme une autre de combler les trous budgétaires laissés par le rejet de l'aide américaine. Depuis 1965, le pays va plus mal et les gens sont tristes. Moi, je ne me rendais pas bien compte parce que je découvrais le Cambodge. Et les Cambodgiens toujours souriants, je prenais ce sourire pour de la joie. Mais la corruption était réelle, les soins médicaux n'existaient pratiquement pas dans la campagne où j'étais. Sihanouk inaugurait des dispensaires, plein de médicaments avec des médecins en blouse blanche. Dès que Sihanouk était parti, tout était ramassé pour aller inaugurer un autre dispensaire. Et les gens n'avaient rien du tout. Depuis sa rencontre avec Chou En-lai, la Chine est l'atout majeur de la politique neutraliste de Sihanouk. Et c'est un prince que les Chinois croient acquis à leur cause, qui arrive à Pékin pour un voyage fantastique. Et je me souviens d'une interview qu'il m'avait donnée pour Le Monde, où il disait la Chine, quand elle entre en scène, c'est la calasse. La Chine, à l'aube de la révolution culturelle, cherche à étendre son influence politique. Sihanouk, lui, cherche de l'argent. En voyant les largesses qui lui sont prodiguées, il croit à la générosité chinoise. En lui offrant ce voyage, les Chinois pensent avoir converti Sihanouk aux vertus du maoïsme. Un quiproquo qui se prolongera jusqu'à l'avènement des Khmers rouges 10 ans plus tard. Immédiatement, la machine de propagande chinoise investit le Cambodge. Des milliers de petits livres rouges sont livrés dans les universités. Les communistes cambodgiens, cachés dans la jungle depuis 1963 et dirigés par un certain Pol Pot, sont convoqués à Pékin en pleine révolution culturelle. Sihanouk prend peur. La Chine inonde le Cambodge de propagande et d'activités subversives. Le communisme asiatique, tout d'abord, ne pouvait pas coexister éternellement avec un Cambodge monarchiste, nationaliste et socialiste bouddhique. Et je dois la remercier de s'en prendre trop tôt à mon régime, à notre régime national, alors qu'il est encore très fort, très sûr du soutien populaire, très capable de s'opposer à la maoïsation du Cambodge. Quand je suis dans la mouise, j'appelle mes vrais amis. Qui sont mes vrais amis ? De Gaulle est son seul ami. Il ne peut plus appeler les communistes, c'est trop tard. Ses voisins, impossible également. Va pour De Gaulle. En septembre 1966, Sihanouk casse sa tirelire pour offrir à Charles de Gaulle, son idole, la plus belle des réceptions à la mode khmer. Toute la population du Cambodge connaissait De Gaulle. Ils avaient établi un rapport très personnel, très intime avec le général De Gaulle qu'ils appelaient l'Oktar, ce qui signifie en cambodgien le grand-père, c'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, qui a de la sagesse et de l'expérience. Il y avait à peu près 30 000 enfants des écoles qui répétaient depuis 3-4 mois avec des panneaux où on voyait apparaître « Vive l'amitié franco-cambodgienne » avec les images du Cambodge et de la France. Et ensuite, alors, le général, sans papier, qui prononce un discours d'une rectitude, d'une rigueur parfaite, comme un visionnaire sur ce qui va se passer à l'avenir dans toute l'Indochine.
Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique. J'avais cru comprendre, en voyant les Cambodgiens la veille, que les Cambodgiens avaient demandé à De Gaulle de ne pas pousser trop fort. Ils ne voulaient pas trop embêter les Américains à ce moment-là. Ce voyage, qui donne l'occasion à De Gaulle de houspiller les Américains, ne rapportera rien à Sihanouk. De Gaulle n'apporte dans ses valises que 600 uniformes pour l'armée, une petite usine et quelques sous. Hypnotisé par la réception du président français, Sihanouk perd son ascendant politique sur le Cambodge. Le général Lon Nol, représentant de la droite pro-américaine, devient Premier ministre. Lon Nol autorise l'armée à rançonner les paysans qui trouvaient plus rentable de vendre leur riz aux combattants vietnamiens. Encouragés par les maquisards communistes dirigés par Pol Pot, les paysans vont se révolter. Pour Sihanouk, c'est l'affront. La répression sera sanglante. Pendant près de 3 mois, plus de 10 000 paysans de la région de Somlot seront massacrés. Dans l'une de ses diatribes, Sihanouk dénonce l'existence de ces Khmers de couleur rouge. Il disait Khmer Krahom. En Khmer, rouge se dit Krahom. Parce que l'image était que la gauche était rouge, la droite était bleue. C'est très, très occidental, ça. Ça vient aussi de la lecture de toute la presse internationale. Déçu par la France, apeuré par les Chinois et pressé par la droite cambodgienne, Sihanouk décide de se rapprocher des États-Unis. En accueillant Jackie Kennedy, la veuve du président assassiné, il offre un signe de bienvenue au retour de la diplomatie américaine. Sihanouk voit s'éloigner la chimère d'un Cambodge en paix. À ce moment-là, il a changé de camp. Et il a demandé à l'armée américaine de bombarder les sanctuaires situés le long de la frontière. Alors bien sûr, à la radio, il criait tout ce qu'il pouvait contre cette armée américaine qui bombardait le Cambodge. Mais en réalité, elle bombardait sous ses ordres. Et voilà Sihanouk, dans la position intenable de celui qui autorise les Américains à bombarder secrètement les positions nord-vietnamiennes qu'il avait secrètement autorisées à s'établir. D'un côté, on avait assez de l'arrogance des Nord-Vietnamiens, des Vietcong qui finissaient par exiger des taxes de nos paysans à la frontière. D'autre part, il y avait les dépenses somptuaires pour l'accueil des chefs de l'État qu'on ne pouvait pas se permettre, vu l'austérité qui régnait. Tout le monde dans la capitale grommelait. L'état d'esprit général était qu'un jour ou l'autre, tout allait claquer. C'était pas spécialement pour son régime, pour ci ou ça, mais c'était un état de tension tel que ça ne pouvait pas ne pas prendre fin un jour ou l'autre. Le neutralisme de Sihanouk a toujours été considéré comme une gêne par les Américains qui veulent avoir les mains libres pour impliquer le Cambodge dans la guerre. Mais Lon Nol ne peut se résoudre à renverser le prince. Sous pression, Sihanouk lui confie tous ses pouvoirs, mais il est trop tard. En décembre 69, je suis à Phnom Penh. À l'ambassade de France, on me dit Sihanouk c'est fini, c'est un communiste, il va y avoir un coup d'État, il va sauter. Quand Sihanouk quitte Phnom Penh pour le sud de la France, il est toujours chef de l'État. Il croit que les Cambodgiens le rappelleront bien vite, comme ils l'ont toujours fait. On n'avait pas parlé d'un voyage du prince Sihanouk en France. Ça m'a donc un peu étonné, mais je savais que très régulièrement, il venait chez le docteur Pathé à Grasse pour se faire soigner, en particulier parce qu'il avait des problèmes de poids. Réfugié dans sa petite villa de Mougins, Sihanouk attend. J'étais à Mougins et j'ai vu arriver le maréchal Lon Nol. Alors ça m'a tout de même un peu surpris. Bon, le maréchal Lon Nol se présentait comme un affidé de Sihanouk, mais je me suis demandé pourquoi il quittait le Cambodge. Qu'a réellement dit Lon Nol à Sihanouk? Qu'il était un obstacle désormais?
Puisqu'il avait pris tant de bagages en quittant le Cambodge, il pouvait maintenant songer à s'installer en France. Pour lui, Phnom Penh, c'était fini. Et pour enfoncer le dernier clou du cercueil politique de Sihanouk, Lon Nol organise, le 12 mars 1970, la mise à sac des ambassades vietnamiennes communistes par des étudiants totalement manipulés. Le directeur du cabinet m'a dit, en pointant l'Assemblée nationale, écoutez madame, écoutez ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de fomenter quelque chose. Je dis non, ils n'oseront pas. Ils n'oseront pas, en son absence. Le 18 mars 1970, Lon Nol s'apprête à se débarrasser de Sihanouk. Mais il faut donner au coup d'État qui se prépare toutes les apparences de la légalité. Les députés sont convoqués d'urgence à l'Assemblée. Maman était avec nous et puis on lui a téléphoné en disant « Venez », c'était le matin, je crois, vers 10 h, « Venez, il y a une réunion importante, très importante ». Quand elle est arrivée, elle était très impressionnée de voir des militaires armés jusqu'aux dents garder l'Assemblée nationale. Elle n'a jamais vu ça. Il y a quelques députés qui venaient la voir et qui lui disaient « Est-ce que vous aimeriez revoir votre mari et vos enfants et vos petits-enfants » Maman disait « Mais quelle question! Mais bien sûr que je voudrais revoir mon mari et mes enfants et mes petits-enfants. Alors, faites ce qu'on vous dit. » Elle est rentrée plus tard et elle a dit « Oh là là, j'ai dû voter. » Voter quoi? Voter la destitution du prince. Sihanouk n'est plus chef d'État du Cambodge. Bientôt, on le condamnera à mort. La monarchie est abolie. La République est instituée et Lon Nol va laisser l'Amérique entraîner le Cambodge dans la guerre du Vietnam. Lui, le Dieu incarné, ses Kontiao, ses enfants et petits-enfants pouvant le destituer. Mais c'est un bouleversement cosmique. Sihanouk, ou la victime des choix contraints. En 1963, il accepte les incursions vietnamiennes pour préserver la paix. Avait-il le choix? Puis il provoque la rupture avec les Américains qui voulaient l'entraîner dans la guerre. Avait-il le choix? En se tournant vers la Chine de Mao pour trouver de l'argent, en prenant le risque que la Chine lui préfère les Khmers rouges, avait-il le choix? En se tournant vers la France, puis finalement en revenant vers l'Amérique, avait-il le choix? Après le coup d'État, Sihanouk va se réfugier à Pékin. Qui d'autre que les Khmers rouges soutenus par les Chinois pour le remettre au pouvoir à Phnom Penh? En fait, il signe un pacte avec le diable. Mais avait-il le choix? 5 jours après son arrivée à Pékin, Sihanouk lance un appel à la radio invitant tous les patriotes cambodgiens à rejoindre les Khmers rouges pour combattre Lon Nol et ses alliés américains. C'est le début de la guerre civile. Ils ont passé la cassette de Sihanouk demandant au peuple khmer de prendre le maquis. Et en khmer, ça se dit Prey Maki, pour renverser le fasciste Lon Nol. Il portait le macaron de Sihanouk à la boutonnière, j'ai vu de mes propres yeux. Et il disait aux gens, nous venons rétablir le roi. Rongé par la haine de Lon Nol et le désir de vengeance, Sihanouk devient à Pékin le plus fervent défenseur du communisme. Chef d'un gouvernement fantoche, il est constamment sous la surveillance des Khmers rouges. Les Khmers rouges, ils s'en méfient quand même pas mal. Ses relations avec les Khmers rouges sont compliquées. Je me souviens d'un dîner à sa résidence à Pékin, qui était l'ancienne ambassade de France. Ma femme et moi étant invités à déjeuner, il y avait là Ieng Sary, qui était un des dirigeants Khmers rouges. Et Sihanouk, à haute et intelligible voix, dit à ma femme et à moi, à ce monsieur, il s'appelle Ieng Sary, c'est mon œil de Moscou. Il était en relation pas conflictuelle, en compétition avec les Khmers rouges. En avril 1973, Sihanouk est autorisé à visiter au Cambodge les zones libérées par les maquisards communistes. De ce qu'il voit, il ne dira jamais rien. Mais Sihanouk reconnaît-il son peuple? En pénétrant dans l'étrangeté Khmer rouge, Sihanouk entre définitivement dans la conspiration du silence. Tout l'état-major communiste est présent pour l'accueillir, le discret Pol Pot.
et son ancien ministre, l'élégant Khieu Samphan. Il est terrifié, mais il suit scrupuleusement le protocole, un peu comme Louis XVI pendant la Révolution. Il sait que ces gens sont très dangereux, il reste très poli, il est dans l'expectative, encore plus volubile que d'habitude. Mais il ne les comprend pas. Quant au Khmer rouge, ils le comprennent suffisamment pour le haïr. Ils haïssent ce qu'il représente. Mais lui ne les comprend pas du tout. Il ne comprend pas la noirceur, la lutte des classes, l'uniforme, la répression, le puritanisme. Ça n'a aucun sens pour lui. En ce qui concerne Pol Pot, il est assez jaloux de sa capacité à susciter cette loyauté absolue, quasi mystique. Mourir pour Pol Pot, mourir pour Sihanouk, ça n'avait aucun sens pour Sihanouk. Il est trop cynique, trop narcissique. Il n'imaginait pas qu'on puisse mourir pour lui. Après la guerre, je verrai si l'atmosphère n'est pas bonne entre nous. Je quitte tout de suite mes fonctions de chef d'État. Je ne les gênerai pas, les communistes. Je ne leur donnerai pas le temps de me décapiter. Un porte-drapeau, un porte-flambeau, un étendard et qui a permis de rassembler la population. Sans le prince, les Khmers rouges n'étaient rien. Ils étaient rien, vous savez. Ils étaient rien. Entre 1970 et 1973, les forces américaines vont déverser sur le Cambodge plus de 100 000 tonnes de bombes, ravageant le pays et retardant la progression inéluctable des Khmers rouges vers le pouvoir. Quelques mois avant la chute de Phnom Penh, les premiers rapports sur les agissements des Khmers rouges dans les zones libérées arrivent sur le bureau de l'ambassadeur américain au Cambodge. Ce que Washington pensait des Khmers rouges, nous l'avons écrit. C'est une bande d'assassins, des gens d'une brutalité inouïe. Nous avions des exemples. Partout, on envoyait des témoignages de ce dont ils étaient capables. Nous, les diplomates, qu'ils aient été français, américains ou russes, nous disions la vérité. Nous savions ce qui se passait. Vous aviez des relations avec Sihanouk à ce moment-là? Vous échangiez des courriers? Bien sûr. Nous avions des contacts à travers Étienne Manac, l'ambassadeur de France à Pékin. Qu'est-ce que vous vous disiez? Aidez-nous à trouver une solution raisonnable pour ce problème. L'avez-vous informé de ce que vous saviez sur les Khmers rouges? Ce n'était pas à moi de le faire. Je parle non seulement au nom de Sihanouk, mais au nom de toute la résistance khmer, c'est-à-dire des Khmers rouges qui mènent la lutte à l'intérieur. Ils m'ont demandé de dire au monde entier que jamais nous ne négocierions ou nous réconcilierions avec les gens de Phnom Penh. Nous continuerons la lutte armée jusqu'à ce que l'opportunité nous soit offerte, la possibilité nous soit offerte de prendre Phnom Penh. Début avril 1975, les Khmers rouges bombardent Phnom Penh quotidiennement. Une ville où ont trouvé refuge plus de 2 millions de Cambodgiens qui ont fui les bombardements américains et la guérilla communiste. La population cambodgienne, moi avec eux, pensait qu'effectivement la victoire des Khmers rouges voulait dire victoire de Sihanouk. Ça, c'est vrai. Pour nous, Sihanouk était à la tête du mouvement Khmer rouge. Et donc, la victoire des Khmer rouges signifiait en fait pour nous le retour à la paix et le retour à l'époque d'avant la République.
Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges. Le drap de l'horreur va s'étendre sur le Cambodge pendant les 4 années d'un régime utopique et jusqu'au boutiste. Ils vont vider les villes, jetant des millions de personnes sur les routes, séparant les familles, éliminant les faibles et les personnes éduquées. Ils vont transformer les rizières en coopératives et les coopératives en camps de concentration. Ils vont lancer des chantiers d'irrigation pharaoniques et meurtriers. Ils vont suivre le plan conçu pendant 12 ans au fond de la jungle par Pol Pot, le frère numéro 1. Sihanouk hésite pendant 3 mois avant que Mao Tse-tung ne l'oblige à rentrer à Phnom Penh. Avant son départ, le soir, ils étaient ensemble, tous les deux, dans la cuisine. Et il paraît que le prince avait demandé à mon père, est-ce que j'ai raison de rentrer? Alors mon père lui a dit, vous voulez que je vous réponde franchement? Et le prince a dit oui. Mon père a dit, je ne sais pas si vous avez raison, mais il va vous utiliser et puis ensuite il va vous laisser tomber. Et le prince a dit, vous avez raison. Mais alors pourquoi vous rentrez? Et le prince a dit, bah, j'ai promis que je vais rentrer. Et c'est mon destin, il faut que je rentre. Sihanouk a compris qu'une fois la victoire acquise, comme il l'a lui-même déclaré, les Khmers rouges le cracheraient comme un noyau de cerise. Après 5 ans de cohabitation en exil, il sait désormais ce que les Khmers rouges feront subir au Cambodge. Mais l'amour du pouvoir et le pacte qu'il a passé avec eux le poussent à se taire. Sihanouk revient dans un Phnom Penh vidé de ses habitants, avec le titre de chef de l'État. Une mascarade qui ne durera que quelques semaines. 3 mois après son retour au Cambodge, Sihanouk disparaît. Entre 76 et 79, on me promenait de temps à autre dans des usines et à la campagne, surtout dans des coopératives. Mon peuple, au lieu de me reprocher d'être avec les Khmers rouges, se sentait réconforté par ma présence. Il se disait, le prince aurait pu être à Pékin dans son palais, aurait pu être à Paris, mais il a préféré être prisonnier de Pol Pot avec nous. Et c'est ce que le peuple m'a toujours dit. Et je sentais que j'étais utile à mon peuple. Assigné à résidence, coupé du monde, la seule distraction de ce grand gourmand qu'est Sihanouk sera de recopier des recettes de cuisine ou d'apprendre l'allemand à partir d'un vieux manuel Berlitz. Au milieu de ses carnets de notes, les fréquences des stations de radio qu'il arrive à capter du fond de son palais-prison de Phnom Penh. Je suivais très attentivement ce qu'on disait, ce que les réfugiés disaient, ce que les autres disaient par l'intermédiaire de mon appareil de radio. Mais je n'étais pas au courant de ces massacres. Le prince, en partant, a bien dit à tout le monde de ne pas aller avec lui. Donc, quand il a vu arriver ses 2 fils, il a dit, mais pourquoi vous êtes venus? Je vous ai dit de ne pas venir. Et les 2 fils ont montré un télégramme signé du prince. Et le prince a dit, je n'ai jamais envoyé ce télégramme. J'ai perdu 3 filles, 2 fils, 2 gendres, 14 petits-enfants. Alors, qu'on comprenne bien pourquoi je suis restée au Cambodge. Je suis restée par solidarité avec mon peuple. Et j'ai des enfants. J'ai perdu mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a souffert autant que moi?
Le 7 janvier 1979, les Vietnamiens, après 12 jours de guerre éclair, mettent un terme au régime Khmer Rouge en entrant victorieusement dans Phnom Penh. Cela faisait plus d'1 an que Cambodgiens et Vietnamiens se cherchaient querelle. Le Kampuchéa démocratique d'inspiration maoïste devient la République populaire du Kampuchéa sous contrôle vietnamien. Pourtant, la population cambodgienne n'a cure de ces subtilités politiques. Enfin, quelqu'un a ouvert les portes de l'enfer. Difficile encore aujourd'hui d'estimer le nombre de victimes du régime de Pol Pot. On s'accorde à dire qu'environ 1,5 million de personnes vont disparaître pendant ces 4 années. Les causes principales en sont maladie, épuisement, famine, torture, exécution. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils allaient être exécutés. Cette nuit-là sont arrivés les Vietnamiens, donc ils ont eu la vie sauve grâce aux Vietnamiens. Et c'est vrai que la majeure partie de la population a accueilli les Vietnamiens comme des libérateurs. Hein. Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'arrivée des troupes vietnamiennes, la vie au Cambodge est redevenue un peu plus normale. Les 3 années au-delà du réel que vient de passer Norodom Sihanouk ne l'ont pourtant pas préparé à ce qu'il va vivre le jour précédant l'arrivée des Vietnamiens. Reçu par Pol Pot, il se voit donner du « Votre Majesté » et annoncer son départ vers Pékin avec ce qui lui reste de famille. Ensuite, Sihanouk ira aux Nations Unies dénoncer l'invasion vietnamienne. Pol Pot lui tend un passeport tout neuf et sa feuille de route. Ils ne se reverront jamais plus. Arrivé à Pékin, il est accueilli par le nouvel homme fort de la Chine, Deng Xiaoping. La Chine qui n'a cessé de soutenir les Khmers rouges tout en protégeant Sihanouk. Un Sihanouk que le monde croyait mort. J'ai attendu son coup de téléphone et pendant la nuit, j'ai dormi déjà. Je dormis déjà et j'entends la sonnerie et je sais que c'est lui. Je savais que c'est lui. Ah, vraiment... C'est difficile à dire parce que pendant 3 ans, plus de 3 ans, sans aucune nouvelle, que des mauvaises nouvelles. Et tout d'un coup, c'est le réveil. Il est passé de sa prison à Phnom Penh dans un hôtel X étoiles pour défendre le régime qui, 48 heures avant, aurait très bien pu l'exécuter. Comme il l'avait promis à Pol Pot, Sihanouk arrive à New York. Dans ce premier discours d'homme libre, il demande et obtient l'appui de la communauté internationale pour le régime Khmer Rouge. De reconnaître des jurés et même des... Il n'a pas un mot pour le martyr du peuple cambodgien. Sihanouk est sommé de s'expliquer. Je me suis allié au Khmer Rouge, qui à cette époque-là n'étaient pas connus comme étant des amateurs de génocide. Personne ne pouvait imaginer qu'ils fussent des gens capables de commettre de telles horreurs, de tels crimes. Personne. Celui qui m'accuse aujourd'hui, est-ce que celui-là, n'est-ce pas, il savait ce qu'étaient les Khmers rouges? On savait que Boris Karloff pouvait incarner les monstres, Frankenstein, etc., mais on ne savait pas que M. Pol Pot était un monstre. On ne savait pas que M. Ieng Sary était un monstre. En arrivant à Pyongyang, en Corée du Nord, Sihanouk est en pleine dépression. Car pour la première fois depuis longtemps, il a su dire non. Non à la Chine qui voulait à tout prix qu'il refasse alliance avec les Khmers rouges. Sihanouk est fatigué. Et son ami, le dictateur stalinien Kim Il-sung, lui offre le repos. Lorsque je l'ai rencontré, il habitait au palais que Kim Il-sung avait construit pour lui. Un grand palais de 60 chambres, tout ça, style coréen.
c'est un endroit vraiment de film, parce que c'est dans la montagne et il y a un lac très beau. Donc en été, c'est magnifique. Et en hiver, on pense qu'on était en Suisse parce qu'il y a la neige partout, vraiment magnifique. Je suis hors jeu. Je compte sur mon ami, mon meilleur ami, le seul que j'ai au monde, le président Kim Il-sung de la République populaire démocratique de Corée, pour m'accueillir chez lui jusqu'à ma mort. Je compte mourir en Corée, qui est ma deuxième patrie. Je resterai toute ma vie très attaché au Cambodge, mais j'ai perdu l'espoir de retourner chez moi. Le temps avait changé. Il n'y avait plus d'alliés, il n'y avait plus de personne pour le servir. Il vivait isolé, vous savez, en Corée. L'occupation du Cambodge par le Vietnam a déclenché une vague d'exode sans précédent des Cambodgiens vers la frontière thaïlandaise. Poussés par la famine et la peur de la guerre, 300 000 réfugiés vont s'agglutiner dans des dizaines de camps. Très vite, un certain nombre de groupes ont essayé de recruter parmi ces réfugiés, et notamment des groupes Khmer Rouge qui se trouvaient aussi à la frontière. Grâce au soutien actif des Chinois et à l'accord tacite des Américains, les Khmer Rouges se réorganisent et se réarment pour affronter l'occupant vietnamien. Comme par le passé, Pol Pot reste dans l'ombre et Khieu Samphan redevient la façade honorable du mouvement communiste. Parallèlement, Son Sann, un ancien conseiller de Sihanouk, forme un autre groupe de combattants, financé par la diaspora cambodgienne de droite. Après une éclipse de 2 ans, Sihanouk ne peut plus rester hors jeu, et en 1981, il décide de former son propre groupe de résistance, le Funcinpec. Sa première visite avait été pour le camp de réfugiés de Cao Dang, qui était un camp où il y avait peut-être 40 000 à 50 000 personnes. Et quand il est arrivé, il s'est mis à pleuvoir. Et je me souviens que les gens poussaient des hurlements de joie en disant « Samdech est revenu, ça va aller, d'ailleurs il pleut ». La pluie étant considérée comme un signe de richesse puisque ça fait pousser l'oreille. Sihanouk retrouve le devant de la scène. Il s'empresse de faire alliance avec le groupe de Son Sann et avec les Khmer Rouges de Khieu Samphan, le groupe armé le plus efficace contre l'ennemi vietnamien. Vous aviez les Khmer Rouges qui avaient condamné à mort Lon Nol. Vous aviez Son Sann, héritier d'un Lon Nol qui avait condamné à mort Sihanouk. Sihanouk qui avait condamné tous ces gens-là à la mort. Chacun d'entre eux avait condamné son prédécesseur à mort. Difficile de faire une coalition. Sihanouk voit ces conflits animés par les ambitions personnelles et il se dit il n'y a plus qu'une seule issue, négocier avec Hun Sen. Hun Sen, le nouvel homme fort du Cambodge. Un ancien Khmer Rouge qui a fui le régime meurtrier en 1977 et que les Vietnamiens ont ramené dans leur bagage pour l'installer à la tête du Cambodge. Hun Sen réalise qu'il va bientôt se trouver seul face aux groupes armés qui lui font la guerre à la frontière. Pour lui aussi, la seule solution, c'est la paix. Tout le monde en avait marre de la guerre, de la violence. Et tout le monde était persuadé que seul un règlement politique pourrait ramener la paix au Cambodge. Donc nous étions prêts à tout essayer, en particulier le dialogue. Mais on ne savait pas non plus exactement comment on allait travailler. Je pense que Sihanouk non plus ne savait pas exactement quelle stratégie il allait utiliser. En 1987, les Vietnamiens sont poussés à se retirer du Cambodge par les Soviétiques. La colonisation commence à coûter cher. De nouveau, l'enjeu de la paix retombe sur les épaules de Hun Sen, devenu Premier ministre, et de Sihanouk, toujours en exil, et dont l'espoir secret est de devenir président du Cambodge. Le 2 décembre 1987, le vieux Sihanouk et le jeune Hun Sen se voient pour la première fois. Cette rencontre marque le début d'un bras de fer diplomatique dans lequel tout le monde se bouche le nez de l'autre main pour ne pas sentir l'odeur persistante des Khmer Rouges.
Sihanouk sous-estimait ses adversaires. Il a dit, celui qui arrivera à rouler Sihanouk n'est pas encore né. Moi, je n'accepterai pas d'élection tant qu'il y a le Kampuchea populaire. Hun Sen était déjà né depuis presque 50 ans, une bonne quarantaine d'années à l'époque. Je pense qu'on peut cesser maintenant. Finalement, Hun Sen a roulé Sihanouk. Sihanouk avait sous-estimé Hun Sen. En 1991, les accords de paix sur le Cambodge sont signés. Après 12 ans d'exil, Sihanouk revient enfin à Phnom Penh, triomphalement cette fois. S'il s'est battu pour obtenir que le Cambodge vive de nouveau en paix, il ne fera rien pour reconnaître à son peuple, qu'il dit tant aimer, son statut de martyr. Sihanouk a de la chance, les jeunes Cambodgiens connaissent mal leur histoire. Revenu dans son palais, les rêves de présidence s'envolent pour Sihanouk. Son fils Ranariddh et son rival Hun Sen s'entendent pour le faire remonter sur un trône sans pouvoir. La République du Cambodge redevient le royaume du Cambodge et Sihanouk, le roi Sihanouk. C'est le début de sa 9e et dernière vie. Ni responsable ni coupable, le roi ne parlera plus. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ